Alors, je m'appelle Anne-Carole, je suis CMO de Swile. Je suis maman de 2 enfants, passionnée par ce que je fais au quotidien et plutôt hyperactive. Du coup, maman, passionnée, hyperactive. Swile, c'est 1,5 million d'utilisateurs. C'est un peu plus de 35 000 clients. Nous sommes dans 2 pays, la France et le Brésil. Mon parcours de base, je suis passionnée de publicité, donc j'avais absolument envie de bosser dans la publicité. Donc j'ai commencé en régie publicitaire en 2003, ça date un peu, dans un groupe qui, au bout de quelques années, s'est diversifié, notamment dans la téléphonie mobile, au moment de l'ouverture du marché des telcos. Donc premier enjeu et premier gros challenge, comment disrupter un marché qui avait été préempté par 3 acteurs historiques depuis un paquet d'années. Donc création d'une marque, construction d'une identité, d'un positionnement, d'une stratégie marketing. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai profité pour avoir 2 enfants à ce moment-là. Et puis partir sur de nouveaux challenges au moment de l'arrivée des VTC, donc Uber notamment. Je suis arrivée chez Chauffeur Privé pour construire tout le département marketing. On était 2 au départ, on a fini quelques années après par être racheté par Daimler, le grand groupe allemand. Et puis je suis ensuite allée dans la food tech chez Frischti, toujours avec des enjeux d'hypercroissance et de différenciation de marque. Et il y a 5 ans, Swile, avec l'ambition folle de devenir leader de l'expérience employée. Je pense que j'ai une force qui est de pas avoir peur de tomber, et donc le fait d'être totalement désinhibé de la chute, du fail, ça permet de prendre beaucoup plus de risques. J'aime explorer des territoires inconnus, j'aime tenter beaucoup de choses, et ce qui a sûrement guidé beaucoup de mes choix, avec beaucoup d'intuition en effet, pour essayer d'aller là où les autres n'étaient pas allés et casser des codes. Je pense que prendre le contre-pied est quelque chose qui me définit assez bien. La meilleure décision que j'ai prise, peut-être rejoindre Swile finalement à l'époque, il y a 5 ans, alors que je n'avais aucune affinité avec le monde du B2B et que je n'avais aucune affinité avec le produit qui était à la base uniquement un produit de titre restaurant. C'est pas que je ne connaissais pas le job, parce que j'avais déjà été CMO par le passé, mais je ne connaissais pas du tout le monde du B2B. Donc c'est quand même des codes et des enjeux marketing qui sont sensiblement différents. Donc du coup, comme tout nouveau challenge et tout nouveau défi, l'enjeu c'est d'aller chercher l'information là où elle est. Donc j'ai contacté beaucoup de mes pairs qui très gentiment ont souvent répondu présents, et qui m'ont expliqué leur vision, la façon dont ils organisaient leurs équipes marketing, quels étaient les principaux enjeux, quelles étaient les erreurs à ne pas commettre. Donc j'ai passé des heures et des heures à rencontrer des gens, j'ai passé des heures et des heures à regarder des webinars, des TEDx, et finalement on est quand même dans une époque où si on veut aller chercher l'information, c'est quand même assez facile. Et donc grâce à ça, et grâce aux gens aussi qui étaient chez Swile à l'époque, l'équipe marketing était très serrée, mais il y avait des gens de qualité qui m'ont du coup nourri sur toutes ces problématiques, et ce qui m'a permis petit à petit de monter en compétence sur les enjeux B2B, et en même temps de construire cette marque qui a disrupté, je l'espère, les codes de la communication B2B. Le marketing en start-up, ce que moi je trouve incroyable, c'est le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on a une feuille blanche et tout est possible, on n'a pas beaucoup de contraintes. Marketing en start-up, c'est essayer de trouver son market fit. Donc il y a beaucoup d'itérations, tu testes beaucoup de choses, et en même temps, on parlait de risque tout à l'heure, c'est là où tu peux prendre le plus de risques, donc c'est là où il y a le plus d'adrénaline. En scale-up, on est évidemment drivé énormément par la croissance. Tu vas avoir des enjeux d'internationalisation, tu vas avoir des enjeux de revenus. Et donc du coup, il va y avoir beaucoup notamment de data qui va rentrer en compte, moins d'intuition. Et souvent, le marketing
en scale-up, enfin la scale-up en général introduit quand même beaucoup de complexité, parfois du défocus, donc des enjeux qui sont assez différents. Pour moi, ce qui m'anime dans le marketing, avant tout, c'est la marque, la construction de la marque, de ses items, d'une vision, d'une mission, d'un positionnement. Tout ça drivé par l'insight consommateur. Donc ça, c'est très important. Cette marque que l'on va construire qui va ensuite s'exprimer dans toute l'expérience client, c'est vraiment des drivers forts dans mon quotidien. Souvent, on parle de performance marketing. Donc c'est sûr, c'est assez facile finalement de faire de la croissance avec des codes promo. Donc, mais tout ça, c'est de la croissance artificielle finalement. On fait venir des consommateurs qui sont finalement des consommateurs qui sont très volatiles et qui vont venir non pas parce qu'ils viennent pour votre marque, mais parce qu'ils viennent pour du prix ou pour une opportunité X ou Y. Et finalement, à la fin, ce qui doit rester, c'est les codeurs de marque, c'est ce que la marque représente et ce dont les consommateurs se souviennent quand il n'y a plus rien autour. Donc la marque avant tout. Pour s'épanouir en scale-up, je pense qu'il faut aimer le changement, je le dis toujours. Le changement, c'est la constance des scale-up. Il faut aimer changer de direction en permanence. Il faut aimer ne jamais être dans sa zone de confort. Il faut aimer être toujours en train de courir après ce train qui va à 500 km/h, mais qui nous apporte en fait cette adrénaline très forte qui fait que le matin, on se lève et on se dit « je sais pas ce qui va m'attendre, mais je sais que ça va forcément être des problématiques très intéressantes pour que j'ai le plus d'impact possible dans l'entreprise. » Le principal challenge, ça va être de maintenir la performance collective et réussir à garder ce mindset de challenger. Ça, c'est très important. Pourquoi parler de performance collective? Parce que le passage à l'échelle, ça entraîne et ça implique généralement une croissance forte des équipes. Donc beaucoup de recrutement. Chez Swile, on a recruté près de 200 personnes en 1 an. C'est colossal. Donc du coup, il y a beaucoup d'enjeux d'onboarding. Souvent, on dit c'est uniquement des enjeux de recrutement, mais quand on a recruté ces gens, il faut bien les onboarder. Donc il faut passer la connaissance et ça, c'est souvent des enjeux qui sont un peu sous-estimés. Il y a des enjeux de culture. Je parlais de garder ce mindset de challenger. C'est très important de réussir à faire en sorte que tous les leaders de l'entreprise aient vraiment la même vision du leadership et arrivent à la diffuser de manière consistante dans l'entreprise pour que tout le monde aille vraiment dans la même direction et qu'il y ait une seule et même culture qui reste et que les bases du départ soient celles qui soient vraiment le moteur de la performance de la scale-up. Donc là, aujourd'hui, dans mon quotidien, je vais passer beaucoup plus de temps à vraiment rentrer dans le détail de ce qu'on attend et de la culture qu'on a envie de construire tous ensemble. Je vais travailler beaucoup sur des sujets organisationnels puisque pour que la culture se maintienne, il faut que l'organisation soit le reflet de cette culture. Et évidemment, je vais faire en sorte de porter la vision du marketing et de construire des roadmaps avec les équipes pour qu'on aille vraiment tous dans la même direction. Au marketing, on a testé une organisation par tribe. Alors tribe, ça veut dire tribu en anglais, c'est inspiré de l'organisation généralement des équipes innovation, développeurs. Pourquoi? Parce que dans le marketing, il y a beaucoup de métiers différents. Et donc en fait, généralement, tout le monde est organisé avec une organisation par fonction. Donc l'ensemble des brand managers, l'ensemble des designers, l'ensemble des social managers. Et en fait, chacun est dépendant les uns des autres des différentes expertises. Et ça crée en fait beaucoup de friction. Parce que plus la boîte grandit, plus le coût de la coordination grandit lui aussi énormément. Et donc ça, c'est ça qui crée beaucoup de frustration. Et à un moment donné, je voyais les équipes en permanence dans des réunions, avec des équipes qui, à la fin de la journée, avaient dépensé énormément d'énergie, mais qui, au final, se rendaient compte que toute l'énergie
mises dans la journée n'avaient pas forcément l'impact escompté. Donc on a réfléchi à une organisation différente, qui est une organisation cross-fonctionnelle, donc par tribus, par grand objectif d'entreprise. Et donc dans ces tribus se trouvent des métiers complémentaires qui permettent à chaque tribu d'être 100% autonome et donc d'avoir leur propre roadmap et ne de pas dépendre d'autres fonctions support qui pourraient mettre de la friction ou ralentir leur agilité au quotidien. On a cette équation chez Swile qui dit que l'excellence est la performance fois la bienveillance. Donc c'est très important, c'est un coefficient multiplicateur, ce n'est pas une addition, ce qui veut dire que si vous êtes excellent en performance mais que vous avez une bienveillance réduite au néant, 0 fois 1000 ça fait 0. Et inversement, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, donc des gens extrêmement bienveillants mais qui n'ont pas l'impact escompté dans l'entreprise, ça ne participera pas à l'excellence recherchée dans l'entreprise. Et donc du coup, pourquoi c'est pas forcément évident? C'est parce qu'en fait, il faut prendre en compte tout un tas d'intérêts. En fait, c'est pas uniquement l'intérêt individuel, il fait partie de l'équation évidemment, mais il y a également l'intérêt collectif et l'intérêt de l'entreprise. Donc comment allier cet esprit très équipe, team player, l'esprit individuel, parce que évidemment l'excellence est très liée à la performance individuelle, mais également aligner tout ça avec les intérêts de l'entreprise. Je dis souvent qu'on devrait passer au moins 10 à 15% de son temps à aller discuter avec des pairs, aller à des conférences, lire des livres, voir des films. Je dis souvent aux créatifs, c'est pas en restant assis sur une chaise derrière un ordinateur que la créativité va venir. Sortez, allez découvrir tout ce qui vous entoure et je pense que ça les fait grandir énormément. Il faut de l'inspiration en interne mais aussi en externe. Je passe mon temps à dire aux équipes s'il vous plaît, dites quand vous n'êtes pas d'accord. C'est très très important et je trouve notamment en France que les gens s'empêchent de ne pas être d'accord. Et au final, quand je rentre chez moi et que je me dis tiens, dans ma journée, personne m'a dit qu'il n'était pas d'accord, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. C'est que j'ai pas réussi à les mettre dans une... On parle souvent de safety zone, donc j'ai pas réussi à les mettre en confort pour justement exprimer ce désaccord. Le désaccord, pour moi, c'est vraiment une façon de confronter des points de vue et d'avoir... toujours cette équation 1 plus 1 égale 3, on va justement permettre généralement d'avoir un champ de vision différent, de trouver des solutions qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et si finalement on n'est pas d'accord avec le désaccord, réussir à exprimer pourquoi on l'aime, et finalement tout le monde sort vachement grandi de ces situations. Donc ça me paraît très important. Est-ce que je pense qu'il y a des femmes avec un fort leadership ? Ça c'est sûr, heureusement, et on le voit dans plein de domaines. Malheureusement dans la French Tech, on n'en a pas encore assez, mais c'est certain, et c'est très complémentaire d'ailleurs avec le leadership masculin, même si j'aime pas trop opposer en fait les deux. C'est comme, on parle beaucoup d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. En fait, ce mot d'équilibre, il a introduit une notion de conflit. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est pas d'opposer les hommes et les femmes. L'enjeu, c'est d'aligner la même vision du leadership et comment on va réussir à, encore une fois, mettre l'humain au cœur de toutes les décisions portées par les hommes et les femmes leaders de ce monde. Qu'est-ce qui tue et freine l'ambition des femmes? Je dirais souvent le syndrome de l'imposteur. Je l'entends souvent. Avoir peur de ne pas être à la hauteur, avoir peur d'avoir des contraintes personnelles qui ne soient pas forcément alignées avec les contraintes de l'entreprise. Se dire que si on est là, c'est peut-être parce que y a des quotas et que c'est bien de mettre des femmes à ces postes-là. C'est souvent en fait se mettre des barrières qui s'avèrent souvent pas du tout justifiées.
Ce qui me rend fière, je pense, c'est de voir les équipes. Quand je les vois à l'extérieur, quand ils me racontent leur dîner et qu'ils parlent de leur quotidien et de l'impact qu'ils ont chez Swile avec des étoiles dans les yeux, ça me rend très fière parce que je me dis que justement, je me lève tous les matins pour que chacun d'entre eux ait vraiment un impact significatif au quotidien, peu importe où ils soient dans l'entreprise. Et j'ai l'impression que on arrive, en tout cas j'espère qu'on continuera à faire ça longtemps parce que c'est comme ça qu'on crée un super écosystème et un cercle vertueux. J'aimerais bien peut-être me dire que les gens qui ont été dans mes équipes et qui avaient l'ambition d'atteindre tel ou tel poste il y a plusieurs années se disent qu'aujourd'hui, enfin, ou dans 5 ans, ils ont réussi à arriver à ces postes-là grâce justement aux compétences et à l'inspiration que j'aurais pu leur transmettre. J'ai envie de dire que finalement, tout est possible. On parlait de ces barrières que les femmes se mettent, mais finalement, tout ça, c'est dans la tête. J'ai une citation de Jacques Brel qui me vient, qui dit le talent n'existe pas, juste l'envie de faire les choses, c'est ça qui déclenche tout. Donc surtout, ne pas penser qu'il faut avoir une expertise ou un talent particulier pour réussir à être ici ou là. En fait, tout ça, ça vient du fond, si vous avez vraiment envie. J'ai connu très peu de gens qui n'ont pas réussi, à force peut-être de plus de travail que les autres, mais si au fond de soi, dans ses tripes, on a envie de faire quelque chose, alors faut y aller, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver.